Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à vous présenter le côté un peu manuel du processus avant d'entrer dans le côté intellectuel. On va parler donc d'optimisation des prélèvements biopsiques et je vais vous montrer ce qu'on a réussi à mettre en place à Saint-Louis c'est un travail d'à peu près 20 ans pour améliorer la rentabilité et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au quotidien. L'idée, en fait, puisqu'on parle d'oncologie, c'est on parle de cancer et au départ, on n'a pas un cancer. Au départ, on a une masse et on ne sait pas ce que c'est. Donc, il va bien falloir savoir ce que c'est. On va la biopsier et on va enfin affirmer le diagnostic de cancer. Et puis ensuite, une fois qu'on aura le diagnostic de cancer, maintenant, on va s'intéresser à un certain nombre de nouveaux biomarqueurs pour pouvoir le caractériser et pour pouvoir envisager des traitements personnalisés. Alors, puisqu'on parle de biopsie, ce qui est intéressant à voir, c'est qui fait la biopsie et comment elle est faite. Alors, ça, c'est une publication qui est sortie en 2010. C'est une publication américaine qui vous montre un petit peu le panorama de ce qui se fait aux États-Unis sur les biopsies. Et vous voyez que, globalement, il y a certains organes où pratiquement toutes les biopsies sont faites par des radiologues. Vous voyez ces couleurs-là. Ici, nous avons le sein, l'abdomen, le thorax. Pratiquement tout ça, maintenant, ce sont les radiologues qui font ces biopsies-là. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le ganglion. Vous voyez, cette courbe bleue ici, c'est le ganglion. Vous voyez, en 1997, il n'y avait que 10% des ganglions qui étaient biopsiés par les radiologues aux États-Unis. Et quand vous voyez la progression de cette courbe, c'est la plus importante. Elle est maintenant à plus de 60%, ça c'est aux États-Unis. À Saint-Louis, c'est un peu particulier. À Saint-Louis, 100% des ganglions sont biopsiés par les radiologues. Et pourquoi cette évolution? Parce qu'il y avait des vieux dogmes qui traînaient dans les livres qui disaient que pour faire un diagnostic de lymphome, par exemple, il fallait retirer le ganglion complètement. Ce dogme est en train de tomber et maintenant, avec les nouvelles techniques dont on dispose, on peut vraiment se passer de l'exérèse chirurgicale. Ici, vous avez l'évolution entre 2002 et 2008 des biopsies de sein. C'est aussi une grosse activité de Saint-Louis. Saint-Louis, nous, on fait pratiquement tout maintenant en biopsie radiologique. Aux États-Unis, il reste encore un tout petit peu qui est fait par des chirurgiens avec des repérages avant, des harpons. Et vous voyez, globalement, l'imagerie est devenue la pierre angulaire au départ pour affirmer le diagnostic de cancer. Donc ça, c'est l'évolution de l'activité internationale de Saint-Louis. Il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui aimeraient avoir cette croissance. On ne sait plus très bien où mettre les rendez-vous de biopsie, parce que ça augmente, ça augmente. Vous voyez, les biopsies mammaires, biopsies sous échographie, biopsies sous scanner. Et on en fait tous les jours. Tous les jours, il y a des biopsies à Saint-Louis. Il y a des vacations entières de biopsies. Le service de radio est devenu une usine à biopsier les patients. Alors, quels sont les acteurs de cette pièce qu'on va jouer pour avoir le diagnostic du cancer du patient? Eh bien, il y a trois personnages principaux qui sont le clinicien ici, le pathologiste ici en jaune et le radiologue au milieu. Et le radiologue est tiré en fait entre les deux, entre le clinicien et le pathologiste. Alors pourquoi il est autant écartelé? Eh bien, c'est très simple. Ça, c'est la biopsie vue par le clinicien. Alors le clinicien a par définition un tas d'idées. Et il y a d'autant plus d'idées d'ailleurs qu'il y a de médecins. C'est comme dans les pièces de Molière. Il y a autant d'avis que de médecins. Et alors oui, bien sûr, on pense à une tumeur, donc oui, tu me mettras un morceau en fixation. Oui, mais si c'est une tumeur un peu particulière, j'aimerais l'étudier pour ceci, cela, donc tu me feras de la congélation. Un autre, oui, mais est-ce que c'est pas aussi une infection? Alors oui, il y en a qui sortent d'infectieux. Alors oui, moi j'ai vu un champignon qui donnait des choses pareilles. Donc mets-moi aussi un morceau en mycologie, puis mets-moi aussi un morceau là, etc. Donc en fait, il faut des tonnes de prélèvements. Si on écoute, si on voit les demandes qui nous parviennent, c'est prélève tout, enlève tout tant qu'il y est, et envoie dans tous les laboratoires de Paris. Donc ça, puis comme il y en a qui sont régulièrement pressés, ils nous disent fais-moi aussi des étalements sur l'âme pour avoir un diagnostic encore plus rapide, parce que les pathologistes ne sont pas assez rapides. Il faut aller encore plus vite avec des étalements sur l'âme. Vous voyez, il y a plein de choses à faire et la demande est absolument énorme. Ça, c'est le côté, maintenant, l'autre côté, c'est le côté du pathologiste qui me dit d'accord, tu vas faire le biopsie, mais il n'est pas question que tu me fasses ce que tu me rendais il y a 20 ans, comme ça, où on ne voit rien du tout. Moi, je veux du lourd, je veux du gros, donc je veux sur tes carottes, même un faible grossissement, voir l'architecture des tissus. Donc nos collègues pathologistes, même si on a dit tout à l'heure que les prélèvements étaient petits, ils nous demandent toujours plus de matériel, plus de prélèvements, et ils nous demandent de mettre toutes les chances de notre côté et de leur côté. Donc comment on fait ça? C'est des techniques maintenant que vous connaissez bien, des systèmes, des appareillages qui sont tout à fait standards.
Les points importants, c'est vraiment d'utiliser à chaque fois qu'on peut les aiguilles les plus grosses possibles, et ça, on s'emploie à le faire en radiologie. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir une technique coaxiale, c'est-à-dire on met en place un introducteur qui est là ou là, et puis une fois qu'on a cette espèce de tunnel qui est entre la peau et la lésion, ben on peut passer le pistolet à biopsie, il y a différents modèles comme cela, on peut passer plusieurs fois le pistolet à biopsie dedans et faire autant de prélèvements qu'on veut, enfin en théorie, si tant est que la lésion le permet. Donc ça c'est fondamental, et donc des grosses aiguilles, beaucoup de prélèvements, et puis à chaque fois le minimum, le ticket d'entrée, c'est vraiment des prélèvements fixés et des prélèvements congelés, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors on a vu les acteurs, on va voir le décor maintenant. Ben, le décor, c'est un peu le patient et sa tumeur. Et des fois, c'est très facile à biopsier, c'est des grosses masses. Des fois, c'est plus difficile. Et vous allez voir que le but, ce n'est pas seulement de mettre l'aiguille dans la cible, mais c'est aussi de ramener du matériel en quantité suffisante. Alors, règle 1, la première règle, évidemment, comme je vous le disais, c'est de viser, bien identifier sa cible et arriver à mettre l'aiguille dedans. Parce que si on biopsie à côté, on n'est pas bon. Donc voilà, par exemple, ce n'est pas toujours facile. Vous voyez un patient, il est mis sur le ventre, on a l'aorte ici, puis on a un petit ganglion à côté de l'aorte, on va essayer de l'attraper. Vous voyez, on se guide très facilement, là c'est le scanner, je vous montrerai tout à l'heure des images d'échographie. On avance avec l'aiguille, on voit très très bien l'aiguille sur le scanner, on approche jusqu'au ganglion. Là, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait en face, c'est pas grave, on va incliner légèrement l'aiguille. Et puis, à la fin, on introduit notre pistolet à biopsie à l'intérieur et vous voyez qu'on vérifie que l'aiguille est dans le ganglion. Alors ça, c'est identifier, atteindre sa cible, c'est vraiment très important, mais la biopsie n'est pas finie. Et ça, ce n'est pas le plus difficile, parce que ça, voilà, c'est tout genre de cible, toutes les procédures qu'on peut faire, c'est des procédures dans le thorax que j'ai sélectionnées là. Vous voyez, on est passé par derrière le long de la colonne, là on passe par devant, là on a traversé le sternum, là on passe à nouveau par derrière, là à nouveau par devant. Là on prend 2 aiguilles par exemple, là on a tourné un peu le patient. Vous voyez, il y a toujours des tas d'options possibles, et je dirais globalement, les ponctions, à la fin d'un semestre, tous nos internes savent faire toutes ces procédures-là. Donc vraiment, il reste peut-être 5% qui sont un petit peu difficiles, mais globalement, la courbe d'apprentissage est extrêmement rapide et je dirais beaucoup de radiologues sont capables maintenant de mettre des aiguilles pratiquement n'importe où dans un patient, à condition d'être méticuleux. Et une fois qu'on a pris la bonne direction au départ, vous voyez, on peut pas, quand on est arrivé ici, on ne peut pas tourner à 90 degrés ici. Donc l'aiguille, elle suit son chemin, il y a juste à la pousser tout doucement, à faire des corrections tout à fait mineures. Donc ça, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, ça va être, une fois qu'on a choisi la cible, arriver à prendre le bon endroit dans la cible et arriver à ramener du matériel en quantité suffisante. Alors, quelques petites règles évidentes. La règle numéro 2, essayez de biopsier les zones qui sont les plus informatives. Vous avez ici, c'est le même patient. Ici, un ganglion qui est bien solide, bien dense, bien charnu. On le voit en scanner, on le voit en échographie, vous le voyez bien. Et ici, 2 ganglions un peu plus bas qui sont des ganglions complètement nécrotiques. Il y a juste la coque ici à la périphérie qui est charnue. Il est évident que si on a le choix, on va plutôt prendre ce ganglion-là, où il y aura une densité cellulaire beaucoup plus importante. Donc on ne va pas bêtement aller biopsier ce ganglion-là. Ici, un autre exemple des biopsies qu'on réalise très très fréquemment à Saint-Louis, c'est les biopsies rénales. On en fait de plus en plus. Vous avez ici une tumeur en partie kystique ou nécrosée du pôle supérieur du rein droit, que vous voyez ici la pièce anatomique, vous voyez ici le scanner, et vous voyez sur le scanner très très bien des zones qui prennent le contraste ici, qui se rehaussent, qui sont les zones charnues, alors qu'il y a toute une zone au centre qui est nécrotique et qui ne prend pas le contraste. Il est évident que si on biopsie là, on va être à côté de la lésion, ça n'a absolument aucun intérêt, on va avoir de la graisse. Si on biopsie là, on va avoir du parenchyme sain, aucun intérêt non plus. Si on biopsie là, on va avoir que de la nécrose, donc il faut placer notre aiguille exactement dans la coque pour avoir le maximum d'informations et le maximum de cellules. On a l'outil, on a l'image, et à nous de faire coïncider l'outil avec l'image pour mettre le pistolet à biopsie à l'endroit le plus précis, le plus adéquat possible. Troisième règle, et ça, on utilise de plus en plus les images de nos collègues médecins nucléaires, parce qu'on collabore de plus en plus avec eux. À chaque fois qu'on va le pouvoir, on va s'aider de la TEP. La TEP, c'est un outil absolument formidable. Je vais vous en montrer quelques exemples. Ici, c'est un patient qui avait été traité pour un lymphome. Et vous voyez qu'il a, c'est son médiastin, il a plusieurs ganglions dans le médiastin. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui fixe. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment actif. Moi, si je n'avais pas eu la TEP, naturellement, j'aurais été chercher celui qui est le plus superficiel. Je ne suis pas non plus complètement maso.
Donc vous voyez, on voit plein de ganglions ici. Et pourquoi prendre celui-là qui est le plus au fond en sortant à droite plutôt que celui-là? Tout simplement parce que celui-là, c'est celui qui est actif, c'est pas l'autre, c'est pas les autres qui sont actifs. Donc on va avancer, vous voyez, on passe les premiers ganglions qui n'ont absolument aucun intérêt, on avance, on déploie voilà, on réinjecte du contraste et on déploie notre stylet et on biopsie le ganglion qui est actif. Et on a confirmé la rechute. Ici, c'est un exemple que j'aime bien montrer, c'est un patient qu'on a eu l'année dernière. C'est un patient très sympathique qui a eu 2 biopsies. On a eu du mal à lui expliquer pourquoi il fallait faire 2 biopsies. En fait, on s'est un peu précipité. Le patient arrive à Saint-Louis avec un gros médiastin. C'est une des raisons fréquentes de consultation à Saint-Louis. Et vous voyez, il y a une grosse masse dans le médiastin là. Donc nous, immédiatement, on est volontaire dans le service. On est 5 à lever la main pour le biopsier parce que tout le monde aime bien ça. Et puis, on fait une première biopsie ici. Et puis, la biopsie nous répond fibrose. Alors, on ne comprend pas. Entre-temps, le patient a eu un PET. Donc il a son PET, et puis qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit des petites fixations, mais modérées ici. Alors par contre, une fixation très intense ici, une fixation très intense ici. Donc on refait une deuxième biopsie, qui est ici. Et cette fois-ci, on trouve du Hodgkin. Alors pourquoi on a obtenu ce résultat? Vous voyez, vous avez les images ici, vous avez le PET ici, vous voyez une zone qui fixe beaucoup ici, une zone qui fixe beaucoup ici. Quand on a prélevé cette zone-là, même si c'est celle qui fixe beaucoup, vous voyez qu'il y a énormément de fibrose ici sur le côté, énormément de fibrose ici. Au milieu, sur un tout petit bout de la carotte, il y a une zone nodulaire. Et puis dans cette zone nodulaire, il y a quelques cellules et quelques cellules qui expriment le CD30. Donc vous voyez qu'on a sur un tapis de fibrose très très important, peu de cellules, et dans ces cellules, peu qui expriment le CD30. Donc on a une raréfaction de l'information. Et vraiment, là, si on ne s'est pas servi de la TEP, on a biopsié uniquement cette zone-là au départ, c'était que de la fibrose. Et vous voyez, même en biopsiant la zone qui est la plus active, on a encore une quantité de fibrose extrêmement importante. Donc ces images fonctionnelles sont fondamentales pour guider nos biopsies. Troisième exemple, c'est un patient qui, cette fois-ci, avait un cancer de prostate qui était traité par radiothérapie. Il a une réascension des PSA. Et puis on fait un scanner. Bon, alors je vous montre, il y a une flèche, hein, il y a un tout petit ganglion ici. Mais alors des petits ganglions comme ça, on en voit tous les jours en radiologie. On se dit, oui, il est petit, c'est probablement rien. Tout le monde a des petits ganglions. Oui, mais on lui fait un TEP à la colline qui nous montre qu'il y a une fixation ici. Donc on se fait un peu violence, on se dit, il n'est pas gros, on va quand même aller le chercher. Donc vous voyez, on y va, ce n'était pas facile, il faut aller le chercher assez profondément. On déploie notre aiguille et on confirme la rechute ganglionnaire. Le patient ne voulait pas entendre parler d'un traitement complémentaire. Si on ne lui prouvait pas qu'il avait une rechute, on lui a prouvé, il a son traitement complémentaire. Donc vous voyez que ces images fonctionnelles sont fondamentales pour guider nos biopsies une fois de plus. La règle numéro 4, ça aussi je me bats avec mes internes, mes jeunes radiologues pour qu'ils fassent un contrôle qualité de ce qu'ils font. Vérifier la position de la fenêtre de prélèvement. Ici, un nodule pulmonaire, en apparence il n'est pas trop petit, hein, donc on y va, on le biopsie, on avance, et puis là le réflexe c'est de dire je tire, je fais mon prélèvement et ça va être bon. Oui, mais si on ne vérifie pas, voilà le prélèvement qui a été fait. L'interne ne voulait pas le vérifier, mais si on regarde ça, vous voyez que ce n'est pas une carotte qui va être contributive, parce qu'on va avoir 50% de la carotte qui va être dans la tumeur et 50% qui va être dans du parenchyme sain. Donc on perd 50% de l'information, c'est nul. Donc qu'est-ce qu'on dit à l'interne? Non, tu rentres ton aiguille, tu rebiopsies à un autre endroit et tu nous fais ça. Et vous voyez, là c'est quand même beaucoup mieux parce que là on a 100% du tissu qui est dans la fenêtre de prélèvement. C'est simplement un petit contrôle qualité tout bête. Il n'y a pas beaucoup de radiologues qui font ça, qui vérifient bien la position de la fenêtre de prélèvement. Et je peux vous dire c'est extrêmement important parce qu'on a considérablement amélioré la rentabilité de nos ponctions en faisant ça. Voilà ici un autre exemple, un petit nodule, cette fois-ci très petit au niveau de l'apex pulmonaire. On avance, vous voyez, on se met devant. On déploie le stylet, et vous voyez que cette fois, la fenêtre de prélèvement est ici, et vous voyez que le nodule est parfaitement inclus dans la fenêtre de prélèvement. Donc on peut biopsier des choses très petites, il faut simplement vérifier qu'on met le nodule dans la cuillère. Un point très important, là on n'avait pas vérifié, vous allez voir les conséquences. Patient qui avait allogreffé, qui avait un nodule pulmonaire, bon, il s'est avéré que c'était une mucormycose. Donc on fait le prélèvement, enfin on avance l'aiguille, et on se dit si j'ouvre mon aiguille ici, je suis à la limite de la plèvre, je vais faire un pneumothorax. Donc j'avance un peu mon aiguille et je viens là. Et je fais mon prélèvement. On n'a pas contrôlé la position du pistolet à biopsie. Et voilà ce qu'on a obtenu, cette carotte-là. Et quand on a un grossissement plus gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici du poumon sain, ici du poumon inflammatoire, et ici, juste un tout petit bout à la partie proximale de la carotte, on a une infection à mucor. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la carotte qu'on imagine là, on l'a fait ici, c'est-à-dire qu'on a une grande partie de parenchyme sain ici.
ici un tout petit peu de tissu inflammatoire, et ici, sur vraiment peut-être 1 mm, on a l'information pertinente. On aurait dû, ici, vérifier la fenêtre de prélèvement pour être sûr qu'on tapait au bon endroit. On a de la chance d'avoir eu le diagnostic, sinon on aurait très bien pu le rater. Règle 5, qui est très importante, s'affranchir de l'hétérogénéité naturelle des tumeurs. On ne biopsie pas des choses qui sont forcément homogènes. De temps en temps, on a de la chance. On a une prolifération diffuse, d'autres fois, on a une prolifération nodulaire. Là, on peut taper n'importe où, on aura le même résultat. Là, on a quand même intérêt à biopsier en sextant à des endroits différents parce qu'on ne va pas récupérer la même information en fonction de l'endroit où on va taper. Vous avez tous entendu parler de cet article, je présume, hein, sur l'hétérogénéité intratumorale des tumeurs, aussi bien entre la tumeur primitive et les métastases. Ben, vous voyez, suivant les régions où on va biopsier, on va avoir des expressions de certains biomarqueurs qui vont être complètement différentes et qui peuvent conditionner complètement la thérapeutique par la suite. Donc, une raison supplémentaire pour biopsier une tumeur à des endroits différents. Donc, comment on va faire pour faire ça? On va faire des biopsies en sextant, c'est-à-dire vous avez ici une biopsie sous échographie, un petit ganglion, vous voyez, on le repère, et puis on avance notre aiguille, voilà, on fait une biopsie ici en haut du ganglion, il n'est pas gros, hein, mais même s'il n'est pas gros, on arrive à faire des biopsies en sextant. Ici, une un peu plus au centre du ganglion, puis on va faire une troisième un peu plus à la partie profonde, voilà, une troisième ici un peu plus à la partie profonde. Vous voyez que même une petite lésion, on arrive à faire des biopsies en sextant comme on peut le faire dans la prostate. Ici, un autre exemple dans le poumon. Vous voyez, on met notre introducteur qui est là, et une fois que notre introducteur est en place, il suffit de l'incliner à chaque prélèvement légèrement pour avoir, vous voyez, ici un prélèvement à cette partie-là, un prélèvement plus au milieu, un prélèvement plus à la partie externe de la tumeur. Et là encore, on arrive à échantillonner au maximum notre tumeur et avoir une meilleure cartographie de ce qui se passe dans la lésion. Dernière raison pour laquelle il faut absolument biopsier en sextant, voici un ganglion cervical, aussi en Doppler, peu importe. Voilà, on fait le prélèvement, vous avez l'aiguille qui est dans le ganglion, on retire l'aiguille, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un trou. Si on rebiopsie au même endroit, on va biopsier le trou. Et une biopsie de trou, c'est un trou, donc on ne va pas avoir de tissu. Si on veut avoir du tissu, on a intérêt à chaque fois à décaler légèrement notre tir, parce que sinon, il y a vraiment surtout dans les tissus assez compacts, on a plein de trous à la fin. Sixième règle, vérifier la qualité des carottes et identifier qu'on est bien passé dans la lésion. Alors, il y a certains tissus, c'est très facile. Les ganglions, on reconnaît leur texture un petit peu charnue, puis on reconnaît que c'est du tissu blanc. Les métastases hépatiques aussi, en général, le foie est naturellement rouge-violet. La métastase en général blanche, bah, c'est assez facile. Hein, quand on voit sur des carottes comme ça, on regarde les carottes, on regarde ce qu'on fait. Quand elles sont assez blanchâtres, on est sûr qu'on est dedans, on est très content. Donc ça marche quand on a des tumeurs blanches. Parfois, on a des tumeurs qui ne sont pas blanches. Hein. Il y a des tumeurs qui sont très hétérogènes. Ici, un corticosurrénalome, ici, un carcinome rénal à cellules claires. Bah, si on a un tissu comme ça, on va avoir forcément une carotte très hétérogène, très rouge. Donc là, ça va un peu moins nous aider. On aura peut-être un peu plus de mal à dire on est dedans, on n'est pas dedans. Par contre, ça, c'est des choses qui sont amusantes. Un petit nodule pulmonaire ici, on s'approche et puis on tire. Et vous voyez, on voit la fenêtre de prélèvement ici, on dit est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans? On est vraiment passé au ras. Hein. C'est très difficile à biopsier ces tout petits nodules. Mais on regarde la tête de la carotte et vous voyez qu'il y a un petit bout de rouge ici qui correspond à ça, un petit bout de blanc ici qui correspond au nodule et un petit bout de rouge ici qui correspond au parenchyme sain de l'autre côté. Donc ça, c'est un bon moyen de faire un contrôle qualité, de dire ben, on est sûr déjà, macroscopiquement, on est dans le nodule. Alors ensuite, on a des prélèvements et comment on va les gérer? Ben, de temps en temps, on a de la chance, on a des prélèvements qui sont bien blancs comme ça, avec très peu de sang. Alors ceux-là, toujours, on va privilégier la congélation parce que c'est ceux qui vont partir pour la biologie moléculaire. C'est sûr que si on a un prélèvement qui est plein de sang, ben, on va faire une biologie moléculaire sur le sang. Ce n'est pas très intéressant, le sang va contaminer l'information de la tumeur. Alors chaque fois qu'on a des biopsies bien blanches comme ça, en priorité, elles vont pour la congélation. Et puis quand elles sont blanches ou qu'elles sont un peu sanguinolentes, ben, ça n'a pas d'importance, celles-là on peut les mettre dans le fixateur qui est de l'AFA ou du formol si vous voulez. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Nous on essaye toujours de mettre les carottes les plus blanches en congélation. Bon, de temps en temps, nos amis hématos aiment bien avoir des diagnostics en urgence pour des burkites, pour des leucémies, des choses comme ça. Donc on leur fait en plus de temps en temps un étalement sur l'âme, hein, vous connaissez, ça marche pas mal. Ça c'est un exemple, une biopsie que j'avais fait à Robert Debré, petite fille de 6 ans.
Et vous voyez, dans la moelle, il y avait une ou deux cellules qui n'étaient pas normales. Dans le sang, il y a une ou deux cellules qui n'étaient pas normales, mais elle avait un gros médiastin. Et donc, j'ai fait un étalement sur l'âme. Et vous voyez, on a tout de suite le diagnostic avec un lymphome lymphoblastique T. Donc, c'est utile. On ne le fait pas systématiquement, on le fait à la demande en fonction du contexte clinique. Alors, est-ce que ça marche dans tous les cas, les biopsies? Ben non. Il y a quand même quelques échecs. On n'a pas 100% de rentabilité. Pourquoi? Ben, il y a quand même des lésions qui sont très petites. Je vous ai montré des exemples où on biopsie des lésions petites, mais il y a quand même des limites. Au bout d'un moment, ben, on ne peut pas mettre un gros fil de laine dans le chat d'une petite aiguille, donc c'est difficile. Il y a de toute façon des limites qui sont des contraintes qui sont propres à la tumeur. Il y a des lésions qui sont presque entièrement nécrotiques, donc ça, de toute façon, on aura du mal à ramener du tissu pertinent pour l'analyse pathologique. Des matériels des fois très fibreux, on l'a vu tout à l'heure sur le Hodgkin, donc là on essaie de se guider avec la tête, mais malheureusement ça ne marche pas toujours. Il y a des histologies qui peuvent être mixtes, complexes. Il y a certains lymphomes, des lymphomes T par exemple, qui peuvent être extrêmement polymorphes. Donc des fois, c'est difficile dans les limites de ce qu'on prélève d'avoir un diagnostic très précis. Mais les principales erreurs, et c'est ça qu'on s'emploie à corriger au quotidien, c'est la technique de biopsie. Essentiellement, la taille des prélèvements et le conditionnement des prélèvements. Je vais juste vous montrer un exemple que j'aime bien montrer. Je montre régulièrement aux médecins de mon équipe. C'est un patient qui est arrivé à Saint-Louis et qui avait un lymphome. Et il a eu une première biopsie dans un grand établissement parisien. Et voilà la carotte. Alors la carotte, le matériel est très fragmenté. Le radiologue, pourtant, sur les images, était en plein dedans. Vous voyez les images, on voyait l'aiguille qui arrivait dedans. Le problème, c'est qu'il a pris sa carotte, il a dû l'étirer un peu dans tous les sens pour la décrocher de l'aiguille, donc elle est fragmentée. Il ne savait pas où la mettre, il a traîné un peu, il a pris un café. Ah mais oui, mais où est le fixateur? Allez me chercher ci, allez me chercher ça. Donc ça se dessèche, ça s'abîme, il faut aller très très vite. Et donc, vous voyez, les carottes sont comme ça. Et quand vous regardez un plus fort grossissement, ben, il n'y a pas une cohésion entre les cellules, il y a des espaces et l'analyse est difficile à faire. Donc le patient vient à Saint-Louis, on savait que c'était un lymphome, mais le typage était difficile. Donc on refait la biopsie. Donc ça, c'est la deuxième biopsie, c'est le même endroit, même site de biopsie, même tumeur. Déjà, on a pris une aiguille plus grosse, donc on a un prélèvement qui est meilleur. On l'a conditionné en suivant les bonnes pratiques. Et donc, il n'y a pas d'espace. Et vous voyez un fort grossissement, il y a un tapis de cellules, il y a toute l'architecture qui est préservée. Et on a un diagnostic qui est beaucoup plus facile à réaliser que sur ce premier prélèvement. Donc, vous voyez, même tumeur, même type d'aiguille, tout pareil, mais là, simplement une aiguille un peu plus grosse et un prélèvement qui est bien conditionné. Et ça fait toute la différence. Donc voilà, comme ça, je respecte mon temps de parole. Luc sera content. Donc pour conclure, vous avez compris, je pense que c'est des gestes qui sont simples, parce que globalement, nos internes les font, donc c'est pas très difficile, ils sont devenus incontournables. Vous avez compris que le radiologue est vraiment devenu la pierre angulaire, enfin en tout cas dans la prise en charge initiale des patients, parce que c'est nous maintenant qui réalisons les biopsies. Les points très importants, c'est vraiment vérifier la position de l'aiguille, parce que vous avez vu, des fois on a des surprises, on pense être dedans, on se met à l'entrée, mais en fait au moment où on tire, ça bouge un peu et on n'est plus dedans, donc faire très attention. Il faut bien optimiser les prélèvements, regarder la couleur des prélèvements, mettre ceux qui n'ont pas trop de sang plutôt en biologie moléculaire et en congélation, et puis les autres on s'en fiche, on les met dans les fixateurs. Et puis vraiment une technique de conditionnement irréprochable. Donc nous, le minimum ici, ce qu'on fait systématiquement, c'est fixation et congélation, et puis ensuite à la demande. Vous voyez, là, le gros intérêt de la congélation, c'est qu'une fois que c'est congelé, si jamais on s'aperçoit que c'était infectieux, on peut toujours le décongeler et l'envoyer en microbiologie ou dans un autre laboratoire ou faire des études un petit peu plus poussées. Voilà.